Et si on parlait un peu des Tortues Ninja? On n'en parle pas beaucoup sur cette chaîne, alors que j'en lis régulièrement. Je suis pas un grand fan, hein, des Tortues Ninja, attention, je suis pas un grand lecteur et je suis pas un grand spécialiste du lore des Tortues Ninja. Mais j'ai été attiré par la couverture de ce tome 9. Non, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça, de cet intégral tome 9 des Tortues Ninja, sorti aux éditions iComics. Alors on va tout de suite parler de l'éléphant au milieu de la pièce. Oui, c'est un tome qui coûte cher, il coûte 40 balles, 39,99 €. Donc c'est un certain investissement, évidemment. Cependant, vous avez d'abord un bel objet pour ce prix-là. C'est-à-dire que iComics, c'est pas foutu de vous. Vous avez, alors, ça justifie pas les 40 €, hein, mais vous voyez, vous avez un effet, vous avez un vernis sélectif, mais ouais, on va bien le voir grâce à mon anneau de lumière. Vous voyez, on voit, il y a un effet de relief sur la couverture. C'est-à-dire que on sent les bosses sur la couverture. C'est très chouette, c'est cool. En fait, en réalité, c'est pas le genre d'effet qui impacte. C'est parce qu'il y aura toujours des vieux ronchons parmi vous qui diront ouais, machin, si ça se trouve, on aurait pu payer moins cher. Faut savoir que ce genre d'effet impacte pas énormément sur le coût d'un bouquin. Voilà, c'est plutôt cool de la part de... Oh, on le voyait bien, là. Voilà, c'est plutôt cool de la part de iComics. Bon, on va arrêter de parler de la couverture. Est-ce que ça les vaut? Et puis surtout, la question qu'on peut se poser aussi, que moi je me posais en lisant ce tome 9, c'est est-ce qu'on peut se rentrer dans ce tome 9 sans forcément avoir lu les 8 précédents? La réponse est presque oui. Alors moi, ça a été mon cas. J'ai pas forcément lu les 8 tomes précédents, mais je me suis laissé bercer par cette lecture que j'ai trouvé très très sympa, avec de très bons dessins. C'est vraiment moi ce qui m'a plu. De bons dessins, des récits complets, qui portent, alors évidemment sur les Tortues Ninja pour le premier récit complet qu'on va trouver à l'intérieur, mais qui portent essentiellement sur des personnages annexes. Alors pas des PNJ, hein, pas des personnages dont on s'en fout. Je trouve que c'est plutôt bien fait et c'est plutôt bien joué parce que ça va nous permettre d'en savoir un petit peu plus sur ces personnages qui risquent de réapparaître plus tard, notamment dans Armageddon, par exemple, qui va être le gros event de ces temps-ci dans l'univers des Tortues Ninja. Donc on va le feuilleter ensemble dans cet état d'esprit, et vous allez voir qu'il y a des choses qui sont très très sympas dans cet album, que je vous conseille fortement malgré son prix. Mais, comment dire, voilà, si vous avez les moyens, vous pouvez y aller. C'est un très chouette album, tant sur le plan graphique que sur le plan du scénario. Je reviendrai, je vous liste pas tous les auteurs, je vous en parlerai quand je vais le feuilleter, le temps que j'installe tout mon appareillage, et puis on y va. Allez, on se retrouve avec une vue de dessus et on va poncer cet album, ce super album, parce que vous allez voir qu'il y a quand même des dessins vachement bien. Alors on y va. Alors bon, j'ai déjà parlé de la couverture, on va passer. On est sur un format habituel, hein, c'est un format souple pour les intégrales des Tortues Ninja. C'est la qualité de fabrication habituelle de chez iComics. Là, comment dire, la deuxième de couve et la page de garde qui forment une fresque. On va retrouver ici le personnage de Bishop qu'on retrouvera un petit peu plus tard dans une des aventures de cet album. Voilà, les crédits habituels. Alors ça regroupe... cet album regroupe la série Teenage Mutant Ninja Turtles 67 à 72 et la série Teenage Mutant Ninja Turtles Universe 9 à 15. Vous avez le sommaire complet ici. On peut voir qu'il y a des artistes assez connus, hein. On va retrouver, bon, alors, l'une des plus connues, c'est Sophie Campbell, hein, qu'on a vu dernièrement sur Supergirl. J'avais fait une vidéo sur elle. Mais même si les noms ne vous sont pas forcément connus, sachez que c'est des artistes de très très bonne qualité, comme vous allez pouvoir le voir. Alors, on va attaquer par une première aventure qui est, on va dire, la seule aventure des Tortues Ninja, concrètement, dans cet album. C'est une saga en 4 ou 5 épisodes, je ne sais plus, qui va mettre en scène les Tortues Ninja qui vont être confrontés en fait à l'agent Bishop et au FPT, le Front de Protection de la Terre. Et donc on va avoir une alliance entre les Tortues Ninja et les Mutanimaux contre l'agent Bishop qui va récupérer en fait Slash, qui est ce personnage que l'on découvre en début. Alors on pourrait se dire c'est une tortue ninja. Alors c'est pas tout à fait une tortue ninja, d'abord parce qu'on reconnaît qu'elle n'a pas un bandeau d'une couleur de nos chères tortues. Il s'agit de Slash. Alors Slash, c'est un personnage qui est un peu ambivalent, c'est-à-dire que c'est une tortue ninja extraterrestre. Oui, je sais, dit comme ça, c'est bizarre. Et elle a souvent eu par le passé un rôle un peu entre les deux, c'est-à-dire une espèce de, je vais pas dire de Punisher, mais c'est un personnage qui n'est pas forcément bon, mais qui n'est pas forcément mauvais non plus. Alors là, clairement, on lui donne un rôle plutôt positif, mais on va voir que très rapidement, l'histoire va le propulser du côté des antagonistes par un tour de passe-passe scénaristique. Donc Slash, la tortue ninja mutante,
La tortue ninja mutante, non, la tortue extraterrestre est tranquillement en train de lire les raisins de la colère sur son toit. Ça doit être chelou si on ne fait que écouter ce que je dis. Et elle se fait attaquer par des agents du front de protection de la Terre qui sont là en fait tout simplement pour l'enlever. Et évidemment c'est l'agent Bishop qui est derrière tout ça. Le familier, l'oiseau familier Jimmy de Slash va en fait aller appeler au secours nos chères tortues. Nos chères tortues ninja, qui sont tranquillement en train de se reposer, encore que elles passent beaucoup de temps à s'engueuler. Il va y avoir un moment donné un peu rigolo où c'est Raffaello, je crois, qui retourne voir Splinter et qui lui dit « Mais j'en ai marre de mes frangins qui arrêtent pas de se foutre sur la gueule, on dirait des vrais ados. » Bon, on découvre aussi l'un des objectifs de l'enlèvement de Slash, par l'agent Bishop. En fait, il va s'agir de tester une nouvelle technologie de contrôle mental. On va y revenir un petit peu plus tard. C'est la fameuse scène où comment dire, une de nos tortues. Non, c'est Leonardo, pardon. J'ai dit Raffaello, mais c'est Leonardo. Je les connais pas super bien. Hein. Je suis pas, comme je l'ai dit, hein, je suis pas un grand fan des Tortues Ninja. Je picore des aventures des Tortues Ninja. Par exemple, je suis incapable de vous donner les noms des Tortues Ninja en voyant leur couleur de bandeau ou leurs armes, quoi. Vous voyez, donc je suis pas non plus un spécialiste. Voilà, c'est le petit moment un peu nostalgique où Leonardo retourne voir Splinter et lui dit, là, voilà, j'en peux plus de mes frangins, mais Splinter lui donne la parole du sage. On va ensuite découvrir un autre groupe. Si vous découvrez un peu les Tortues Ninja à travers cet album, et vous avez raison, parce que c'est un bon plan, hein, sincèrement, parce que la qualité est là. On a les mutanimaux. Alors les mutanimaux, c'est ce groupe-là qui sont en fait des mutants animaux, forcément, c'est un peu l'équivalent des tortues ninja, sauf que c'est pas des tortues, c'est d'autres créatures. Je vais citer ceux qui ont une importance, hein, et pas forcément tous. Vraiment, il va y avoir Hob ici qui va avoir une importance, et Sally, qu'on ne voit pas si elle est ici, qui vont jouer un rôle important dans cette histoire, mais sinon les autres seront vraiment des personnages plus secondaires. Et donc on comprend un petit peu plus ce qui se passe. C'est-à-dire que vous avez Slash qui vient leur rendre visite, mais en fait Slash a un comportement un peu bizarre, et tout simplement parce que Bishop, l'agent Bishop, le contrôle moralement, mentalement, donc ce qui fait qu'en fait Slash devient en fait un véhicule, un outil au service de Bishop, qui souhaite en fait enlever les mutanimaux. Donc ça va donner lieu à une baston. Vous avez ici Ray, qui est un de ces mutanimaux. Vous avez ici Mando, qui est le lézard. Ici, alors ici, il y a un moment assez marrant, c'est-à-dire que vous avez Slash qui lui arrache la queue. Et évidemment, comme les queues de lézard repoussent, et ben, ça sera le cas par la suite. Mais il y a baston avec la queue du lézard. Je trouvais ça plutôt fun. Vous avez Seymour ici qui se crame dans cette bouteille. Bon, vous voyez, graphiquement, ça a plutôt de la gueule. C'est plutôt pas mal. On nous embête pas avec un lore trop compliqué, on est sur une histoire assez simple. Et donc, ce qui se passe, c'est que le seul qui va survivre à cette attaque du FPT, du Front de Protection de la Terre, ça va être Hob, donc le félin borgne. Il fait penser à Nick Fury avec son cache-œil. Et donc, évidemment, Hob va retourner voir les Tortues Ninja parce que c'est finalement les seuls alliés qu'il peut faire intervenir. Donc il va les chercher. C'est pas l'entente cordiale, hein. Il y a un contentieux entre les mutanimaux et notamment Hob et puis les Tortues Ninja qui date d'un autre album. D'ailleurs, pour parler d'autres albums, l'agent Bishop, on l'avait vu dans le tome 3, dans le tome 8, pardon, dont j'ai fait une vidéo d'ailleurs aussi sur la chaîne. Vous pouvez aller la consulter. Et donc, on rentre dans un schéma assez classique maintenant où vous avez ces mutanimaux qui ont été enlevés, qui vont être soumis à des expériences pour un plan maléfique, évidemment. Et vous avez Hob et les Tortues Ninja qui vont, a priori, débouler pour tout simplement libérer leurs alliés. Vous avez Man Ray qui fait une tentative d'évasion. Et il n'est pas le seul, puisque dans sa tentative, il va réussir à libérer Sally et Mondo, qui vont tenter de s'échapper eux aussi. Donc voilà. On a les Tortues Ninja qui sont toujours pas passés à l'action d'ailleurs. je dis que les Tortues Ninja vont aller libérer, mais en fait finalement pas tout à fait. Vous voyez, ils se débrouillent plutôt bien les mutanimaux tout seuls. Et on a le front de protection de la Terre qui va directement s'attaquer aux Tortues Ninja. Alors ici,
On va avoir... Non, c'est pas là. Là, c'est Mondo qui continue son évasion. On va avoir ici un moment un peu rigolo qui humanise un petit peu ce personnage de Bishop qui vraiment est un personnage méchant, froid, qui n'a absolument aucun sentiment. On découvre en fait que sa motivation, la raison pour laquelle il fait tout ça et qu'il adhère au Front de protection de la Terre, hein, qui s'oppose aux Tortues Ninja et aux Mutanimaux, c'est parce que son père, pendant très longtemps, a été un agent très serviable et très honnête et très fidèle au FPT, qui n'a cessé d'expliquer qu'un jour ou l'autre, la mutation d'animaux va poser problème, et en fait, sa hiérarchie s'est foutue de sa gueule, et il finit pauvre et malade, et donc bah, c'est par esprit de vengeance et de revanche, en fait, que son fils reprend le flambeau, sauf que là, bien entendu, il est totalement aveuglé par la haine, et donc il ne peut pas voir, en fait, que ces mutanimaux et ces tortues ninja sont plutôt du bon côté, et donc, c'est la raison pour laquelle on va avoir cet antagoniste assez fort. Bon, Hob finit par faire comprendre aux Tortues Ninja qu'il est peut-être temps de bouger, parce que ça fait quand même 2 épisodes, mais en réalité, ce sont les Tortues Ninja, l'appartement des Tortues Ninja, qui se fait attaquer par le front populaire de la Terre. Donc, bon, vous voyez, c'est plutôt cool, hein, même si les Tortues Ninja n'ont pas beaucoup bougé depuis tout à l'heure, c'est plutôt bien sympathique. Cet assaut du FPT sur comment dire, l'appart des tortues. Et évidemment, ce qui devait arriver arriva, c'est que Slash, qui est possédé donc, par l'agent Bishop, déboule. Et ils ne vont devoir leur salut qu'à l'intervention de Sally, qui en fait choure un véhicule du FPT et qui bah, permet à tout le monde de s'échapper et de quitter ce siège et de survivre. Et tout le monde se retrouve chez les Tortues Ninja, évidemment. Et c'est en quelque sorte, alors c'est pas tout à fait la fin de l'épisode, parce que ben ce qui se passe, c'est qu'il reste encore des personnages à les libérer au FPT, et donc les Tortues Ninja et les Mutanimaux vont s'allier pour aller faire à leur tour le siège de la base du FPT pour récupérer leurs potes. Et nous avons Hob, qui lui par contre est un personnage très ambivalent, c'est le fameux félin borgne, hein, et lui il n'hésite pas à recourir à tout- à toutes les possibilités pour atteindre ses objectifs, et là vous voyez il va carrément menacer le père de Bishop, ce qui va rajouter de la tension à la situation. Bon, là c'est au tour maintenant des Tortues Ninja et des Mutanimaux dans l'épisode 79 d'y aller. Alors on découvre en plus que du père de Bishop, il était allé chercher l'épouse de Bishop, le fameux Hob. Donc tout ça va tendre énormément les choses et ça va déclencher donc toute une série d'actions. C'est vachement cool, hein. Enfin, en tout cas, on ne s'ennuie pas. Ça n'arrête pas de bouger. J'adore cette demi-page là. Je les trouve terriblement badass, les Tortues Ninja là sur cette. Je vais peut-être l'utiliser comme vignette tellement j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup aussi le slash qui attaque là. Enfin, j'aime bien aussi cette demi-page là. Et puis il y avait le slash qui bourrinait là dedans. Je me suis pas arrêté de parler, mais voilà, celle-là. Je l'ai trouvé vachement bien cette illustration-ci. Bon, ça passe bien. Vous voyez, en termes de difficulté de compréhension, si vous aviez des doutes, bah, on est sur un truc qui se lit plutôt bien, en fait, en réalité. Ça se passe bien parce que il n'y a pas de lore trop important. Alors certes, il y a beaucoup de personnages, mais la queue de Mondo a repoussé. Mais leur lore n'est pas très important. C'est-à-dire que c'est plus leur personnalité, la façon dont ils réagissent aux actions qui va avoir de l'importance. Bon, ici, vous avez un combat entre Hob et Bishop qui va révéler la véritable nature de Bishop. En fait, en réalité, Bishop n'est pas un être humain. C'est un androïde à qui on a probablement transféré la mémoire de Bishop. Puis, bon, vous voyez, il n'y a pas que le crâne qui est androïde, hein, parce qu'on aperçoit ici, au niveau des moignons, qu'il s'agit bien d'un robot. Hein, voilà. Et donc, bah, ça va conclure cet épisode, cette partie d'album. Ça forme un arc, vous voyez, un arc relativement court, mais qui est parfait pour se lancer finalement dans les Tortues Ninja, parce qu'il y a de l'action, on découvre un petit peu tous ces mutanimaux, c'est vraiment plutôt pas mal. Moi j'ai beaucoup aimé, en tout cas ça m'a permis vraiment de rentrer en douceur dans cet album, sachant que les Tortues Ninja, on va assez peu les retrouver par la suite dans cet album. Le reste de l'album va faire la part belle aux personnages secondaires, à d'autres personnages. Alors, si dans un premier temps, on peut être un petit peu déçu finalement que les stars de cet album, parce qu'il s'agit quand même de l'intégrale des Tortues Ninja, ne soient pas forcément présents sur une bonne partie de l'album, je ne l'ai pas regretté parce que les aventures que l'on va me proposer par la suite sont des aventures qui sont assez originales, avec des très beaux dessins encore une fois.
Et finalement, ça m'a pas manqué, en fait. Et comme les personnages sont des personnages relativement neufs, je dis bien relativement, c'est pas gênant non plus. Donc l'aventure suivante, on va découvrir en fait enfin on va suivre les aventures de Alopex, qui est donc ce mutanimal là, cette femelle renard, qui est un personnage qui maîtrise les arts martiaux, qui va passer en fait toute cette aventure, toute cette partie en fait de saga avec avec Angel Bridge, qui est un autre personnage connu du lore des Tortues Ninja. Et bah, les deux vivent reclus en fait à ce moment-là dans la campagne. Et elles vont rapidement être plongées dans l'action le temps d'une balade sur une barque, comme vous pouvez le voir. Notez les dessins qui sont vraiment, j'adore les dessins de cette partie. Et en fait, elles vont être agressées par cet énorme crapaud, qui s'avère être un personnage qui s'appelle le Baron Crapaud, qui on fera un petit point sur ce personnage un petit peu plus tard. Et donc elles sont avalées et elles sont propulsées dans une dimension parallèle, qui est une dimension un peu bizarre, comme vous allez pouvoir le voir, dans laquelle règne le Baron Crapaud, qui est un personnage qui adore organiser de grandes fêtes. C'est pas forcément un personnage méchant, c'est un personnage qui a pour objectif d'organiser comme ça des fêtes immenses. C'est un personnage finalement assez jovial. Et là, vous commencez à, je pense, à voir la qualité des dessins. Regardez la minutie des détails. Je trouve ça sublime. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce personnage. J'adore ce personnage du Baron Crapaud. Je le trouve très réussi graphiquement. Il a peut-être un petit air à la Jabba le Hutt, éventuellement. Moi, l'autre référence que j'y vois, et ça va être un petit peu plus clair encore après, remarquez les détails. Hein, voilà. Donc là, c'est la fête, c'est la préparation d'un repas. Et évidemment, bah, ce personnage de Alopex et de Angel ben, pose problème parce qu'elles n'ont pas du tout envie de rester dans ce repas. Parce que ce que je ne vous l'ai pas dit, c'est que quand vous êtes dans cette dimension, vous ne la quittez plus. C'est-à-dire que vous êtes forcé de participer à la fête. Ce que le baron Crapaud impose. Voilà. Vous voyez, il y a cette double planche là. Moi, ça m'a fait beaucoup penser quand je l'ai lu. Ça m'a énormément fait penser au voyage de Chihiro dans l'idée. Vous savez, de ce lieu avec où on reçoit des convives, où on reçoit des bestioles qui, on se demande d'où elles viennent. Enfin, on ne sait pas trop qui elles sont. Et je trouve que c'est vraiment. Enfin, je ne serais pas surpris que ça soit une inspiration. Alors tous les crapauds et les grenouilles que vous apercevez, ce sont des serviteurs du baron Crapaud. Mais voyez ça, ce personnage-là, il jurerait pas dans le voyage de Chihiro, eux non plus. Bref, il y a cette petite touche, je trouve, qui est plutôt bienvenue. Donc elles, en fait, euh, elles vont, donc là, elles découvrent qu'elles sont obligées de rester pour toujours dans cette fête. Et donc, bah, elles vont devoir trouver une solution pour s'en aller. Et la solution qu'elles vont trouver, évidemment, ça va être bah, de effectivement participer à la fête, mais être des convives absolument ingérables et absolument épouvantables, du genre qu'on n'a pas envie de garder pour les pousser, en fait, pour pousser le baron, le baron Crapaud dans ses derniers retranchements et le forcer, entre guillemets, à les foutre dehors parce qu'il en peut plus, quoi. Et donc, c'est exactement ce qui va se passer. Elles vont se faire éjecter dans le sens inverse dans le lac où elles étaient en promenade et elles vont retrouver leur vie d'avant. Mais cette introduction du personnage du Baron Crapaud, il a une importance. Il a une importance parce que on va le retrouver dans la série Teenage Mutant Ninja Turtle, dans l'épisode 71, parce que les Tortues Ninja vont avoir affaire à ce Baron Crapaud. Pourquoi? Alors on va vite le savoir. En fait, on continue à rester dans cet univers de poche, si je peux me permettre. Cette immense fête, cet immense manoir où il ne cesse d'y avoir comment dire, des festins. Et en fait, le Baron Crapaud appartient à un groupe que l'on appelle le Panthéon. Alors, si vous voulez une comparaison qui n'est pas forcément tout à fait juste, mais moi qui m'a aidé à me plonger dans cette histoire, c'est un peu le même principe que les Infinis dans Sandman. C'est-à-dire que vous avez des créatures, des entités qui représentent certaines choses. Par exemple, ici, vous avez le roi des rats qui est l'incarnation de la perfidie, mais aussi de la blague. C'est un peu le personnage chaotique qui va foutre son bordel. Vous avez Jaguar, vous l'avez, qui est un personnage qui représente, lui, la guerre, la noblesse de la guerre, etc., etc., mais ainsi que l'impétuosité. Et en fait, ils sont frères et sœurs, et ils font une réunion tous les 1000 ou 5000 ans, je sais plus. Bah donc cet épisode va nous permettre de nous présenter le Panthéon,
qui va avoir par la suite énormément d'importance dans les épisodes qui suivront. Là, ici, nous avons... Bah, enfin, c'est pas compliqué, ils sont tous représentés à un moment ou à un autre. Là, c'est l'arrivée des différents frères et sœurs du baron Crapaud qui sait déjà que ça va être compliqué. Là, c'est Manmouth, voilà, le personnage bourrin de l'équipe. Alors, et voilà, ils y sont tous. Vous avez Aka, la bienveillante protagoniste propagatrice de savoir. Vous avez Manmouth, le chasseur implacable et survivaliste de l'extrême. Vous avez Gotano, le gardien des secrets, protecteur des savoirs oubliés, avec ce côté un peu tentaculaire. Voilà. Vous avez Shiyu, le représentant de l'ordre et guerrier sans égal, mais il a disparu depuis 500 ans, on ne sait pas ce qu'il est devenu, et personne ne sait ce qu'il est devenu. Vous avez le roi des rats, l'agent du chaos et chantre des espiègleries. Vous avez le baron crapaud, découvreur et fournisseur frivole de plaisir. Vous avez Jaguar, donc soldat de se bat pour l'honneur et adepte de la justice expéditive. Et puis vous avez Kitsune. Kitsune qui est la maîtresse cosmique de l'illusion et de la tromperie mystique et qui est aussi la cadette de cette famille. Alors ils se détestent tous, mais la tradition veut qu'ils se réunissent régulièrement. Et donc, ça va être l'occasion de creuser un peu les personnalités. On va découvrir qu'il y a des conflits dans cette famille, évidemment, que Kitsune, la cadette, n'en peut plus de ses aînés et cherche à se faire une place dans cette famille et manigance énormément de choses, que d'autres personnages sont beaucoup plus simples, comme Manmouth, évidemment, qui est un personnage qui est ultra bourrin et ultra, comment dire, ultra primitif, en fait. Et puis, il y a ce moment un peu rigolo où, à la fin de cet épisode, on entend quelqu'un qui chuchote, et le roi des rats l'entend, et puis vous avez des rats qui volent comme ça, et en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que les tortues ninja se sont introduits dans cette dimension, dans la dimension du baron crapaud, et elles avaient un module qui leur permettait d'être invisibles, sauf que ce module ne fonctionne plus, et donc on avait cette sensation qu'il y avait des rats qui volaient dans les airs, mais non, elles étaient juste sur les tuniques de nos tortues. Et évidemment, bah, on a ce moment où elle se retrouve un peu connement face au Panthéon. Bon, donc voilà comment les Tortues Ninja sont réintroduites dans l'histoire. Avec, moi, je trouve ça pas mal du tout. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire, mais la manière d'amener, de nous faire tout un épisode avec toute cette famille pour ensuite nous amener les Tortues Ninja en mode infiltration, c'est vraiment pas mal. Là, on a un flashback qui nous explique en fait pourquoi elles sont en mode infiltration. Parce que en fait, on a repéré ce Panthéon, que c'est un groupe comment dire, qui manigance dans l'ombre depuis des millénaires, et donc il faut à tout prix. Ça, c'est April, hein, April. Donc, personnage que vous connaissez si vous suivez les Tortues Ninja, c'est l'ami historique, on va dire, des tortues. Et là, c'est un scientifique, j'ai oublié son nom par contre. C'est un scientifique qui aide nos Tortues Ninja. Et donc, il leur a trouvé un module qui leur permet de s'infiltrer dans cette maison de fous du Baron Crapaud. Et ça va être l'occasion, en fait, tout simplement, de nous montrer une baston entre les Tortues Ninja et le Panthéon. Et c'est intéressant parce que cette confrontation, comme vous pouvez le voir très rapidement ici, par exemple, où là, ça n'est pas une confrontation, c'est une fuite. C'est-à-dire les Tortues Ninja sont clairement pas au niveau, et tout ce qu'elles peuvent espérer, c'est essayer de s'en sortir vivantes, et en aucun cas réussir à combattre et vaincre ces entités. Donc elles sont venues via des portails, donc il faut revenir très rapidement, comment dire, puisque leur opération d'infiltration a un petit peu échoué. Et donc, tout l'épisode consiste à nous montrer la fuite des Tortues Ninja, avec un problème, c'est qu'il y a comment dire, une des tortues qui a un souci parce qu'elle a pris un coup et ça a détruit son transmetteur, ce qui fait qu'il va falloir trouver une solution pour aller la chercher. L'épisode se termine sur une espèce de statu quo, où vous avez Leonardo qui nous explique que, en fait, d'abord leur mission a échoué, ensuite ils ont attiré l'attention du Panthéon, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, et il va forcément y avoir des répercussions à cette mission ratée des tortues. Cette partie-là est terminée. Vous voyez, ça forme encore une fois un récit complet. Donc c'est plutôt agréable, c'est plutôt bien structuré. Vraiment, moi je trouve que moi qui n'ai pas l'habitude des Tortues Ninja, j'ai réussi à me lancer dedans assez facilement. Je m'y suis retrouvé assez facilement. On va avoir ensuite un récit complet, un unitaire en un épisode, qui est une petite récréation où vous avez en fait Sally et Ray qui sont en vadrouille. Alors en réalité, ils sont à la recherche d'un personnage qui est le personnage du diable de New Jersey. Là, on a un petit récap des origines de Ray. Diable du New Jersey, qui est une légende locale
du New Jersey, donc. On apprend qu'il y a une autre équipe sur le coup qui veut aussi récupérer le diable du New Jersey, qui est cette équipe de mercenaires dirigée par Fist. Et ils sont équipés un peu à la façon de Bane dans Batman. Ils sont équipés d'un produit qui leur permet de se transformer, vous voyez, en mutanimaux, de s'upgrader. Donc Ray et Sally vont tomber sur alors comment il s'appelle? C'est Dreadmon. Dreadmon avec un look impayable, qui est le diable de New Jersey. Alors le diable de New Jersey, c'est une vraie légende hein, du New Jersey. L'idée, alors pour ceux qui ont vu X-Files et la première saison d'X-Files, il y a un épisode qui est consacré à cette légende, à ce folklore, c'est qu'il semblerait qu'il y ait en fait un humain qui a vécu, qui est né, qui a vécu parmi les animaux et qui se comporte comme un animal et qui de temps en temps sortirait de la grande forêt dans laquelle il réside pour aller attaquer les humains. Bon, cet épisode ne respecte pas forcément très bien la légende locale, mais c'est l'occasion de montrer en fait une opération exfiltration, c'est-à-dire comment les mutanimaux cherchent à récupérer des alliés, et puis bah, comment ils se sont parfois confrontés à des antagonistes tels que ces mercenaires. Et là, ça va être l'occasion, on va le dire, hein, c'est pas l'occasion d'un épisode très sensible. On est vraiment sur un épisode de baston, où ça va bastonner dans tous les coins, où il va y avoir de l'action, où on va s'interroger sur quel clan va choisir Dredd, parce que Dreadmon, pardon, parce qu'à un moment donné, il peut aussi être tenté par comment dire, les mercenaires de Fist. En tout cas, ça bouge, c'est bien fait, c'est chouette. Donc voilà, que demander de plus? Donc c'était un petit intermède. Et après, le reste du bouquin va être consacré alors vraiment à d'autres personnages. Ce personnage-ci qui ouvre cette aventure qu'on voit sur cette couverture ici, c'est le personnage de Oroku Karai, qui est une japonaise maîtresse des arts martiaux, évidemment, hein, on aime bien les stéréotypes aussi, qui appartient à un clan dans lequel vous avez Toshiro, Marto et Koya, on va les voir dans quelques instants. Et elle est de retour après une aventure en Amérique, elle est de retour au Japon, peut le voir, hein, vous avez les hiragana qui sont ici. Et en fait, au Japon, il y a actuellement une guerre des gangs qui oppose la maison de Oroku Karai à celle de Hayashi Toru, qui est le parrain de la pègre. Et pas de bol, la petite fille de ce parrain de la pègre, donc Natsu, que vous apercevez ici, vient de mettre une balle dans l'épaule de Karai. Et donc forcément, bah, ça déclenche de la baston. Et puis ça va déclencher une escalade de violence, puisque Karai ne compte pas se laisser faire, mais Natsu a aussi des capacités de combat. Donc comme vous pouvez le voir, c'est l'occasion, encore une fois, d'une bonne vieille baston. Alors, on lit pas non plus les Tortues Ninja pour rien. Euh, donc Natsu réussit à se barrer, mais évidemment Oroku n'a pas l'intention de la laisser se barrer ainsi. Elle rejoint son clan, donc composé de Toshiro, qui est un sensei, et puis vous avez Marteau, que l'on aperçoit ici, qui est un requin marteau mutanimal, et Koya, qui est elle aussi, ouais, je sais, bon, c'est un oiseau, on va dire, comment dire, qui a perdu l'usage très récemment dans une aventure de ses ailes. Elle ne peut plus voler. C'était dans un précédent album des Tortues Ninja. Mais comme on nous l'explique et qu'on nous le répète régulièrement, c'est pas un problème. Donc là, on découvre que le personnage de Koya est quand même bien vénère et arrive donc Oroku qui explique ce qui s'est passé. Et bah, elle décide tout simplement d'aller trouver Hayashi Toru, qui est le parrain de la pègre, le grand-père de Natsu. Et quand je dis qu'elle va la trouver, elle y va direct, quoi. Vous voyez, un petit coup de shuriken, pouf, bonjour, je suis une guerrière ninja, rebaston, mais là, ça se passe pas tout à fait comme la première fois. Et ce parrain de la pègre, Hayashi Toru, va lui proposer un deal, c'est-à-dire de les laisser tranquilles, en tout cas de la laisser en vie, et bah, de s'allier en fait pour trouver une légende. Alors il appelle ça une légende. En réalité, cette légende, c'est un sabre légendaire qui est un sabre qui date du Moyen Âge et qui possède des propriétés extraordinaires dont on ignore même l'existence. Alors au début, elle n'est pas du tout d'accord. Oroku n'est pas du tout d'accord pour y aller, mais elle finit
cependant par accepter cette mission. Et ça va envoyer donc tout son clan, enfin tout son clan, Marteau, Koya et elle, dans la campagne, à la recherche de cette épée. Alors forcément, ils ne sont pas tous d'accord, et puis comme j'ai dit, hein, Koya, elle est un petit peu énervée par sa récente mutilation. Et c'est parti pour aller chercher cette fameuse épée, dont ils vont trouver la localisation assez facilement, qui est une vieille grotte dans un temple. Ouais, où il y a un temple et une vieille grotte. Et bien entendu, on apprend que le grand-père de Natsu n'a pas l'intention comment dire, de respecter sa part du marché et de supprimer Oroku dès que elle aura ramené, si elle le trouve, ce fameux sabre. Et donc Natsu n'est pas du tout d'accord avec cette idée. Et donc Natsu file retrouver le clan et le sensei, enfin le Toshiro, un des sensei du clan de Roku, pour lui expliquer que Roku risque bien d'y laisser sa peau. Donc on constate que Natsu est un personnage qui a quand même certaines valeurs et qui n'accepte pas comment dire, que son adversaire, Oroku, se fasse détruire d'une manière malhonnête et injuste. Et là, en fait, on revient sur Oroku qui va affronter Ocho, qui est une taupe mutante. Ouais, on aime bien les animaux mutants hein, dans les Tortues Ninja. Au design super, qui va être l'occasion, encore une fois, d'une bonne vieille bagarre. Mais comme vous pouvez voir, c'est vachement bien dessiné. C'est Sophie Campbell hein, qui est dessus, et je trouve qu'elle est très très en forme ici. Et elle finit, donc Oroku, pas Sophie Campbell, finit par trouver le fameux sabre. Et donc ça va être la conclusion. Je peux peut-être changer de manière de feuilleter. Ça va être la conclusion de cet album, où finalement les deux ennemis du début d'épisode s'avèrent finalement avoir plus de liens qu'on ne pouvait l'imaginer. Et ça va être très bientôt la fin de cet épisode. Ouais, je peux aller jusqu'au bout. Je ne vais pas forcément vous la raconter, mais je vous le feuillette. Et c'est, je trouve, particulièrement réussi. Et le dernier épisode de cet album va être consacré à Koya. Donc ce personnage de mutanimo qui a perdu l'usage de ses ailes, et elle a en fait retrouvé un artefact, une espèce de broche de bijoux, qui va lui permettre, en fait, et là c'est tout l'objet de cet épisode, qui va lui permettre d'entrer en contact avec une entité qui lui promet de lui redonner l'usage de ses ailes. Alors, ses deux compagnons, Ocho et puis Marteau, sont pas tout à fait d'accord, mais en réalité, c'est bien ça. C'est-à-dire que cette entité va bien lui redonner des ailes, et alors, elle a un putain de look là maintenant à la fin de cet épisode. Et c'est ainsi que se termine cette saga consacrée à la partie japonaise de l'univers des Tortues Ninja. Euh, Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de l'épisode, vous avez Koya qui a retrouvé l'intégralité de ses capacités, et son dernier mot est vengeance, ce qui veut dire que ça va se chauffer pour les Tortues Ninja dans le prochain tome, très probablement. On termine avec une galerie de couvertures qui sont toujours très chouettes. Hein. J'aime bien la diversité graphique des couves. Il y a vraiment de tout. Vous avez Kevin Eastman qui vient de temps en temps nous gratifier de quelques couvertures qui font très années 80. Années 80, années 90, mais c'est pour ça qu'on aime bien. Voilà. Ça fait partie du charme du truc. Et puis vous avez des dessinateurs plus contemporains qui viennent aussi apporter leur patte. Et ça se passe très très bien. Voilà. Voilà, et on arrive donc sur les pages de pub habituelles et les pages de couve de la fin. Voilà un petit peu le feuilletage complet de cet album. J'espère que j'aurai réussi à vous transmettre le plaisir que j'ai eu de le lire, parce que vraiment, c'était vraiment un très très chouette album, très 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 bon album, que j'ai lu étonnamment rapidement. En fait, pour tout vous dire, je l'avais acheté en me disant, tiens, j'ai envie de lire du Tortue Ninja. J'avais presque pas feuilleté. Et en le parcourant, en le lisant, je me suis dit, mais en fait, c'est vachement cool, quoi. Enfin, alors, j'avais lu le tome 8, mais très franchement, le tome 8 n'est pas indispensable à la compréhension de cet album. Surtout que, comme vous le voyez, on a affaire à des récits complets, donc avec un début, un milieu, une fin, et un lore et une trame de fond qui n'est pas tellement envahissante, en tout cas sur ce tome-là. Très bon scénario, très bon dessin, une très bonne surprise. Que demander de plus? Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Teenage Mutant Ninja Turtle, les Tortues Ninja, l'intégrale numéro 9, qui est un tome qui vaut le coup.
qui est accessible. Ça serait dommage que vous passiez à côté parce que les histoires sont vraiment bonnes, sont vraiment chouettes, ça forme des récits complets et en plus les dessins sont très agréables et ça ne parle pas que des Tortues Ninja, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'on découvre vraiment des persos du lore des Tortues Ninja sans que ce lore ne devienne vraiment trop envahissant et trop encombrant. Donc c'est vraiment intéressant. Pendant l'interlude, là, où j'installais mon matériel, comme je vous disais en intro que le coût était assez élevé, je me suis dit, tiens, je vais aller comparer avec un autre album qui a la réputation d'être assez élevé dans le domaine des comics, notamment, bah, c'est tout simplement les Batman de Hayden Sherman, Dark Patterns. Et ben, quand on renvoie au prix à la page, comment dire, les Dark Patterns sont à 20 centimes la page, tandis que ce Tortue Ninja volume 9, on est à 12 centimes la page, donc c'est loin d'être le comics le plus cher que l'on puisse trouver sur le marché. On est sur un rapport page sur la même gamme de prix en fait qu'un Batman Ghost of Gotham par exemple, où bah, vous avez, alors je reprends mes notes, hein, vous avez 152 pages pour 18,50 €. Bah, c'est sensiblement la même gamme de prix, puisque là, ce TMNT, vous avez 324 pages pour 40 balles. Donc on est dans cette catégorie-là de tarifs. Donc ça reste tout relatif en termes de prix, même si je sais que 40 € c'est une somme pour beaucoup d'acheteurs. Mais cette réputation d'un album cher et de tomes chers, et peut-être pour le coup, pas tout à fait juste par rapport aux faits et au coût réel. En tout cas, moi, j'ai pris mon pied à lire cet album. Je vous le conseille. Allez-y, foncez, c'est vachement bien. Et vous découvrirez des personnages hauts en couleur avec des dessins qui sont très sympathiques. Voilà, on se retrouve une prochaine fois. Comme dit mon compère comme dit mon compère Doupe, j'ai du mal à le dire. Comme dit mon compère Doupe, United by Comics. Et puis, d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, lisez des comics, partagez-les. Salut, ciao.